Bonjour à tous. Alors, on va démarrer dans le vif du sujet. Il est 10h30, on démarre à l'heure, hein. On va peut-être essayer de finir à l'heure. Normalement, on essaie de se fixer une heure. Euh, alors, comme je vous l'avais annoncé pour ceux qui ont regardé, le teaser, je ne sais pas comment on dit, vous vous souvenez qu'il s'agira d'aborder la question de la loi sur le partage de la valeur, d'aborder quelques nouveautés en paye, etc. Euh, mais bon, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de parler d'un truc de trop d'actualité, mais je ne commencerai pas par ça. Mais bon, à un moment donné, on va évidemment revenir sur l'actualité et sur un amendement. Ça y est, tout le monde a compris. Donc, concernant ce qui était prévu, le partage de la valeur, on va essayer d'aller vite parce que c'est pas à proprement parler de la paye, mais quand même, quand même, je pourrais pas m'empêcher de revenir sur le régime social et fiscal des sommes. Donc, voilà, comme ça au moins on se raccroche un petit peu à la paye. Alors, le partage de la valeur dans l'entreprise, c'est pas nouveau, sauf que c'est entré en vigueur en 2024 et il y a des nouveautés qui vont effectivement avoir un effet sur dès l'année 2024. Pour certaines autres, à partir de 2025. Donc, on va faire un petit point. La loi sur le partage de la valeur, ben, à l'origine, c'est un accord national interprofessionnel. Alors, un accord national interprofessionnel, c'est un accord signé entre les partenaires sociaux, représentants des salariés, représentants des employeurs. Euh, et donc, voilà, c'est un accord que les partenaires sociaux ont voulu et ils ont aussi souhaité, d'ailleurs, à ce propos, que ça devienne une loi, ce qui a été le cas par une loi qui a transposé l'accord national interprofessionnel. Cette loi a repris quand même très fidèlement l'essentiel des propositions qu'avait fait, des dispositions qu'avait prévu l'accord. Donc, on va revenir dessus, on ne va pas faire l'histoire du droit de cet accord, hein. Alors, concernant les... Pardon, hop là, je me suis un peu emballée sur les diapos. Concernant les petites entreprises, en tout cas les entreprises de moins de 50 salariés, euh, bon, vous savez qu'il n'y a de cesse depuis de nombreuses années d'inciter les petites entreprises à mettre en place des accords d'intéressement et de participation ou et de la mise en place des plans d'épargne. Et parmi les dispositifs, il a pu y avoir des accès, l'accès du dirigeant à l'accord d'intéressement, à la participation, etc. Bon, bref, là, on nous met un nouveau dispositif en place, c'est que si une petite entreprise, en tout cas une entreprise de moins de 50 salariés, met en place un accord d'intéressement, elle peut le faire avec un accord moins favorable que le régime légal. Vous le savez, un accord de participation, pardon. Vous le savez, la participation, c'est une formule légale qu'on appelle la réserve spéciale de participation. Cette formule légale prévoit normalement, enfin, il est prévu qu'elle s'applique, cette formule, et au pire, ça doit être mieux. Oui, c'est-à-dire que, en principe, soit on applique la formule légale, soit on applique une formule plus favorable. Eh bien là, on va dans un sens inverse. On permet aux entreprises de moins de 50 qui souhaiteraient mettre en place la participation de façon volontaire, puisque vous savez que pour elles, ce n'est pas obligatoire, de le faire avec un régime dérogatoire, mais moins favorable. Bon, on va voir si ça va avoir un effet. En tout cas, voilà, ça fait partie d'un des dispositifs qu'a prévu la loi sur le partage de la valeur. Ensuite, la fameuse prime de partage de la valeur. Alors, je dis fameuse parce que finalement, on s'aperçoit, au regard des derniers chiffres, qu'elle est quand même largement plébiscitée dans les entreprises. Alors, cette prime de partage de la valeur, vous le savez, maintenant, c'est un dispositif qui est pérenne, qui peut donc être versé tous les ans au terme d'un accord ou d'une décision unilatérale. Et le gros changement au 1er janvier 2024, c'est, je descends, c'est le troisième point. Le gros changement, c'est que cette prime de partage de la valeur au 1er janvier 2024 devait ne plus être exonérée dans les mêmes termes qu'elle l'était auparavant. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre 2023, cette prime était exonérée de cotisations, de CSG, d'impôts, etc. Depuis le 1er janvier 2024, elle devait être soumise à CSG, CRDS, impôt sur le revenu et forfait social pour l'entreprise. Ce n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2024 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ce qui devait entrer en vigueur pour l'ensemble des entreprises en 2024 n'est entré en vigueur que pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, aujourd'hui, on a deux dispositifs finalement.
prime de partage de la valeur, entreprise de moins de 50 qui continue à être exonérée de cotisations et d'impôts totalement. Prime de partage de la valeur dans les entreprises de plus de 50 qui, depuis le 1er janvier 2024, finalement suit le régime social et fiscal de l'intéressement. Et donc revenons au point du dessus, la prime de partage de la valeur, ça devient vraiment un intéressement. Alors, pas dans la nature, hein, pas dans le fonctionnement, mais plutôt dans le régime social et fiscal. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soumis uniquement à CSG, CRDS, impôt sur le revenu et forfait social, mais cet impôt sur le revenu pour le salarié peut être exonéré si le salarié décide d'épargner. Et donc, en effet, aujourd'hui, on peut faire de l'épargne sur un plan épargne de la prime de partage de la valeur. Alors, vous aurez compris que ça n'a d'intérêt, si j'ose dire, que pour les salariés d'entreprises de plus de 50. Oui, parce que je rappelle que pour ceux qui sont dans les entreprises de moins de 50, c'est exonéré d'impôt, hein. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas d'intérêt à l'épargner, mais à un moment donné, en tout cas, l'intérêt, il n'est pas fiscal. Bon. Et enfin, le premier point, oui, à y être, autant faire tout à l'envers. Le premier point, c'est que cette prime de partage de la valeur, aujourd'hui, elle peut être attribuée, il peut y en avoir deux. Alors, vous savez que jusqu'à présent, elle pouvait être distribuée en plusieurs fois dans l'année, une prime en plusieurs versements. Aujourd'hui, il peut y avoir deux primes. Et on nous dit que les montants maximums qui peuvent être versés restent les mêmes. Ça veut me dire, mais quel est l'intérêt d'en verser deux si je ne peux pas verser plus? Ouais, ben c'est justement le but. Le but du jeu, c'est que dès le début de l'année, vous pouvez décider d'un versement, on va dire, prudent, et en cours d'année, au regard de résultats, par exemple, de l'entreprise, décider de critères que vous voulez, d'ailleurs on va en reparler. Vous pouvez décider d'un deuxième versement qui va être indépendant du premier, qui va permettre de verser une autre prime. On est sur deux primes, on est donc sur deux accords différents, et puisqu'on est sur deux accords différents, et j'y reviens, les critères d'attribution peuvent être différents entre la première prime sur l'année et la deuxième prime. Voilà l'intérêt en fait. L'intérêt, c'est pas de verser plus, c'est de verser sans doute peut-être prudemment, ou en tout cas différemment, sur la même année, deux primes qui n'auraient, j'allais dire, aucun rapport entre elles. Voilà. Ça, c'était concernant la prime de partage de valeur que vous connaissez quand même, je pense, plutôt bien. Concernant les nouveautés de la loi sur le partage de la valeur, alors, entreprise de... Pardon, décidément, j'ai des problèmes avec mes diapos. Entreprise de 11 à 50 salariés. Alors, accrochez-vous un petit peu, c'est pas grave, c'est pas encore, c'est pour 2025. Quoique. À partir de 2025, les entreprises entre 11 et 50 salariés auront l'obligation d'instaurer un dispositif de partage de la valeur. Alors, dispositif de partage de la valeur, ça veut tout dire, hein. Ça veut dire en gros épargne salariale, hein, ou PPV. Ça veut dire intéressement, participation, abondement sur un plan épargne, PPV, etc. Bon. Ces entreprises-là, on va dire petites, vont avoir l'obligation d'instaurer un dispositif, parmi des dispositifs qu'elles n'ont pas, si leur bénéfice net fiscal est au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs passés. Et c'est là où on vous dit, ben oui, c'est 2025. Moi, je vous dis, c'est cette année. C'est-à-dire, en fait, c'est pas cette année. C'est que si vos exercices 2022-2023 font apparaître un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires sur les exercices 2022-2023, ben évidemment que l'exercice 2024 est à regarder à la loupe, parce que si c'est le cas aussi, ça veut dire qu'en 2025, vous allez devoir envisager l'instauration d'un dispositif de partage de la valeur. Autant être au courant au mois de mars 2024. Voilà. Alors, sont exclues les entreprises individuelles, même si un employeur individuel a 32 salariés, il est exclu. Voilà. Il y a certaines exceptions. Je vous renvoie à la loi, hein, je fais le point. On est sur une web actu qui a normalement la volonté d'être rapide. Je vais assez vite. Je me tiens à votre dispo à la fin éventuellement pour certaines questions. Bon, je vais assez vite. C'est pour que vous ayez des flash infos sur des éléments importants. Concernant les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, nouveauté. Nouveauté. Il va y avoir une négociation obligatoire sur les modalités de prise en compte de résultats exceptionnels réalisés en France qui entre en vigueur dès à présent. C'est-à-dire qu'une entreprise de moins de 50 salariés qui a un délégué syndical, donc il y a deux conditions, hein, plus de 50 salariés, un délégué syndical. Quand les deux conditions sont réunies,
dès à présent, en tout cas pour cet exercice-là, les entreprises qui ont déjà un accord de participation ou un accord d'intéressement devront, au moment de la négociation de ces accords-là, envisager de prévoir, comment dire, euh, un dispositif au profit des salariés lorsque cette entreprise a fait des résultats exceptionnels. Alors, la question du jour, c'est qu'est-ce qu'un résultat exceptionnel? Évidemment, on n'a aucune piste officielle pour l'instant. Donc, sachez cependant que les négociations concernant les intéressements et les participations devront s'engager avant la moitié de l'exercice. Si vous êtes sur un exercice 31 décembre, bien évidemment, ça doit se passer avant le 30 juin. Donc, l'obligation arrive à grands pas. L'obligation de négociation obligatoire lorsque vous avez des résultats exceptionnels qui ont été réalisés en France. Donc, pour ça, là aussi, que je voulais en parler au mois de mars. Voilà. Les seules entreprises exclues, plus de 50 avec délégué syndical, seraient les entreprises qui auraient déjà un accord de participation avec un régime de faveur. Voilà. Donc, autre chose, et là on est sur, j'allais dire, pas tout à fait du point de détail, mais sur un changement qui est peut-être passé inaperçu. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise franchit le seuil de 50, alors avec la loi Pacte, on a 5 minutes quand même, hein, mais quand une entreprise franchit le seuil de 50 salariés, vous savez qu'il y a une mise en place de participation qui doit être faite. Si cette entreprise était déjà, j'allais dire, équipée d'un accord d'intéressement, elle avait un report de 3 ans dans la mise en place de la participation. Ce petit cadeau de report a été supprimé par la loi sur le partage de la valeur. Donc aujourd'hui, dès lors que l'entreprise, même équipée d'un accord d'intéressement, franchit le seuil de 50 salariés, elle entre directement, dès le premier jour de l'exercice suivant, dans le dispositif de participation obligatoire. Alors, là, en tout cas, à ma connaissance, on n'a toujours pas le décret, un nouveau dispositif facultatif qui s'appelle le partage de la valorisation de l'entreprise. Alors, ça, c'est quoi, en gros, hein? Je vous fais simple, hein. C'est que les salariés, au lieu, vous savez, ces intéressements en participation, c'est souvent en fonction des résultats, des bénéfices, etc., avec des conditions éventuellement de progression, tout ça, tout ça. Là, le partage de la valorisation de l'entreprise, c'est pas tant le résultat de l'entreprise, c'est la valeur de l'entreprise. En fait, l'idée, c'est de négocier un accord dans l'entreprise qui tiendrait compte de la valeur que l'entreprise a au moment de la négociation, avec, j'allais appeler ça une clause de revoyure, c'est pas vraiment le terme, avec un état des lieux 3 ans après, en disant, ben voyons, où en est la valeur de l'entreprise 3 ans après? On fait le point, et si l'entreprise a pris de la valeur, alors les salariés auront le bénéfice de ce qui a été prévu dans l'accord. Alors je vous mets le détail ici de ce qui est prévu par les textes. On fait, j'essaie de faire simple, on est en 2024, on fait un état des lieux de la valeur de l'entreprise cette année. On se dit en 2027, on va faire le point, et si en 2027 l'entreprise a pris de la valeur, si la valeur de l'entreprise a augmenté, alors on aura déterminé un montant de référence dans l'accord, et en fonction du taux de variation, c'est-à-dire de l'augmentation de la valeur de l'entreprise sur ces 3 années-là, on va reverser aux salariés, on va distribuer le montant compte tenu du taux de valorisation de l'entreprise, taux de valorisation de la valeur de l'entreprise. Bon, vous aurez compris que ça ressemble un peu à de l'actionnariat salarié. Effectivement, c'est ça, c'est intéresser les salariés non seulement aux résultats peut-être de l'entreprise par d'autres dispositifs, mais aussi à la valeur de l'entreprise. Alors, la condition, il y a une condition d'ancienneté qui est prévue par la loi. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut que le salarié, au moment où on fait le point, comment dire, soit là. L'idée, c'est de fidéliser. C'est-à-dire que si en 2026, je m'en vais, ben, tant pis pour moi, même si j'ai été là pendant 2 ans sur les 3 ans de durée de l'accord, je n'aurai rien en 2027. À la différence, vous le savez, hein, des accords de participation ou d'intéressement pour lesquels, à partir du moment où j'ai contribué au résultat de l'entreprise, j'ai une part du gâteau. Là, non. Donc, on est dans un dispositif, en quelque sorte, d'un peu de fidélisation des salariés aussi. C'est la volonté, en tout cas, du dispositif.
Les montants, puisqu'on est en paye, sont, allez, on va faire court, exonérés de cotisations sociales. Il y a des limites de montant maximum distribué, on a de la marge. Les montants distribués seront exonérés d'impôts dans certaines limites. 5% de 3/4 du plafond, bon, pourquoi faire simple, hein? Donc, OK. Et en revanche, ils seront soumis à une contribution patronale de 20%. Alors, ne me faites pas dire que c'est le forfait social, hein. C'est autre chose. C'est une contribution sociale patronale de 20% qui ne s'appelle pas le forfait social. Et la prime est exonérée donc, et de cotisations et d'impôts. Voilà, bon, alors on se retrouve toujours sur les mêmes dispositifs, hein, de distribution aux salariés de sommes en exonération. Voilà. Pour tout ça, oui, mais parce que du coup, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore. C'est cette présentation de partage de la valeur. C'est pas une loi qui est nouvelle, hein. On fait un point parce que l'entrée en vigueur, quand même, voilà. Le 30 novembre dernier, c'était il y a longtemps, hein, le 30 novembre dernier, j'avais fait à peu près le même résumé, mais sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, avec Externa, on vous met à dispo de l'info tous les 15 jours. On appelle ça les potins de la paye. Et vous nous retrouvez donc sur Spotify ou bien sur YouTube. Et vous le voyez passer sans doute sur LinkedIn pour ceux qui sont abonnés à Externa ou à mon profil. Voilà, donc pour info, tous les 15 jours, vous avez des infos sur de l'actu, parfois des analyses de jurisprudence. Là, le 30 novembre, ben, c'était le projet de loi de partage de la valeur, de mémoire, hein. Enfin oui, sinon je ne vous aurais pas mis vous n'aurez pas mis la date du 30 novembre si ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Donc voilà, sachez-le, vous nous retrouvez sur YouTube ou Spotify, j'en profite pour le dire parce que je sais que certains d'entre vous ne le savent peut-être pas. Alors, autre salle, autre ambiance. Info flash. Info flash. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je dis mise en conformité avec le droit européen, vous me répondez, hop, je mets dans le chat. Vous me répondez, alors j'attends que vous écriviez. Ah, CP maladie, yes. CP, congé, congé payé, yes, yes. Arrêt maladie, congé, CP maladie. Oh, vous êtes trop, vous êtes trop au point. Donc effectivement, ça y est, on y arrive. L'amendement a été déposé, il a été voté, tout ça, tout ça. Bon, il y a encore la commission paritaire mixte qui doit passer par là. Enfin bon, bref, mise en conformité avec le droit européen de ces fameux suite à ces fameux arrêts du 13 septembre 2023, c'est une date qu'on connaît par cœur. Alors, qu'est-ce que notre amendement qui a été déposé et qui met en conformité le droit français avec le droit européen sur la question d'un salarié malade? Alors, parce que pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, je répète rapidement, le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé plusieurs affaires qui portaient sur des cas de salariés en arrêt maladie non professionnel ou en arrêt de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle et a décidé que le salarié en arrêt maladie, conformément au droit européen, doit acquérir des congés payés. Donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire de comment elle a fait en enjambant le droit français, en s'appuyant sur des droits fondamentaux européens, etc. etc. Ce n'est pas le sujet, on en a entendu parler en long, en large, en travers, je ne ferai pas mieux. Donc, depuis le 13 septembre, on était dans une incertitude puisqu'on avait une non-conformité de notre droit français, du Code du travail, qui prévoit que, oui, lorsqu'on est en accident, enfin, arrêt de travail suite à un AT ou une maladie professionnelle, alors en effet, on va continuer à acquérir des congés payés, mais dans la limite d'une durée d'1 an. Et quand on est en arrêt maladie, par contre, sauf disposition conventionnelle plus favorable, le salarié en arrêt maladie n'acquiert plus au-delà d'un certain temps, hein, parce qu'il y a toute une règle là aussi de 4 semaines d'arrêt qui permettent malgré tout d'acquérir des congés. Bon, bref, le salarié en tout cas en arrêt maladie n'acquiert en principe pas de congés payés. Non-conformité avec le droit européen, on le savait très bien, il y avait fort longtemps, et donc aujourd'hui on est sur une mise en conformité avec le droit européen, parce que la Cour de cassation a jugé qu'il s'agissait d'appliquer ce droit-là. Alors, plein de questions ont été soulevées. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti que un salarié en arrêt maladie non professionnelle va effectivement
pendant son arrêt maladie, acquérir 2 jours ouvrables par mois. Oui, non, mais je sais, d'habitude c'est 2,5 hein, ouvrables. Bon, ben là c'est 2. Voilà. C'est-à-dire 4 semaines sur une année. Voilà. Pourquoi faire simple hein, d'ailleurs? Voilà. Parce que pourquoi? Pourquoi? Mais parce que le droit européen euh, prévoit que le nombre de semaines minimales qu'un salarié doit acquérir sur une année est de 4 semaines. Donc la mise en conformité du droit français avec le droit européen, c'est fait au minima. C'est d'ailleurs ce qui est un peu reproché aujourd'hui par des lettres ouvertes par les partenaires sociaux, donc à suivre toute cette histoire. Mais le salarié en arrêt maladie va acquérir des congés, cependant, pas le même nombre de jours que s'il avait effectivement travaillé ou s'il avait été en arrêt de travail assimilé à du travail effectif pour les droits à congé, il ne va acquérir que 2 jours ouvrables par mois, ce qui va représenter pour une année complète d'arrêt maladie 4 semaines au lieu de 5. En paye, oui, non, parce que au passage, notre spécialité, c'est la paye. Ça veut dire que le calcul du dixième, si vous vous rapprochez de l'amendement, vous le verrez, le calcul du dixième devrait se faire en fonction de la somme des salaires de la période de référence fois 80%. Oui, alors voilà, c'est 4 semaines au lieu de 5. Donc si vous faites 4 cinquièmes, vous arrivez à 80%. Donc au lieu de prendre la somme des salaires rétablis sur la période de référence, vous prenez la somme des salaires rétablis fois 80% et ça va vous donner l'assiette du dixième. Oui, alors quid du salarié qui n'aura pas été 4 semaines, quid des salariés qui auront été malades un demi-mois, enfin qui auront malheureusement pas des mois entiers, maladie. Bon, bref, on va pas soulever tous les problèmes ici. Voilà, donc sachez pour la maladie que, voilà, en tout cas, l'amendement qui a été déposé, voté, voilà. Le salarié, alors après il y avait la question aussi ben, je reviens, mon salarié revient, combien de temps a-t-il pour prendre ses congés qu'il a? Alors, il y en a plusieurs congés. Il y avait ceux qu'il avait acquis avant d'être en arrêt, et il y a ceux qu'il a acquis pendant son arrêt. Déjà, quand il revient, il faut lui dire qu'il a des congés à prendre. Donc, il y a une obligation d'information dans les 10 jours de la reprise, obligation d'information de l'employeur dans les 10 jours de la reprise sur, attention, tu dois prendre des congés. Tu as 15 mois pour le faire. Voilà. Bon, donc le salarié, il a un délai, et c'est un délai qui est considéré comme raisonnable par la Cour de justice de l'Union européenne, il a un délai de 15 mois pour prendre les congés qu'il a acquis, soit qu'il n'avait pas perdu au titre de congés qu'il avait avant son arrêt, soit acquis pendant son arrêt. Voilà. En cas d'accident de travail, maladie professionnelle, vous l'aurez sans doute compris, il n'y a plus la limitation d'un an. Donc non seulement le salarié acquiert 2 jours et demi par mois, comme c'était le cas jusqu'à présent, en cas d'accident de travail, maladie professionnelle, mais il n'y a plus cette limitation de durée pendant un an. Voilà, c'est-à-dire que s'il est en arrêt de travail suite à un AT ou maladie, il va acquérir 5 semaines de congé par an pendant toute la durée de son arrêt de travail. Voilà. Et alors, le fameux truc qui agite un peu les réseaux sociaux aussi, qu'est-ce que ce truc de délai de forclusion? On nous sort toujours des nouveaux trucs. Alors, c'est pas nouveau, hein, pour ceux qui ont fait un peu de droit. Alors, l'entrée en vigueur des... enfin, certains vont parler de rétroactivité. Bon, c'est pas le terme exact, mais on va faire simple. Depuis quand, enfin, jusqu'à quelle date peut-on remonter pour les droits du salarié qui aurait été malade en 2020, 2017, 2002, voilà. L'amendement nous dit on peut remonter pour tous les arrêts jusqu'au 1er décembre 2009. Alors, on va pas revenir sur la raison, hein, bref, bon, une directive, tout ça. Bon, 1er décembre 2009, vous avez un salarié qui aujourd'hui avait des droits que vous ne lui avez pas donnés, compte tenu de la non-conformité du droit français au droit européen. Sachez que tous les arrêts maladie depuis 2009 sont supposés ouvrir des droits. Comment le salarié va-t-il pouvoir agir? Ça dépend, en fait, s'il est encore en poste chez vous ou pas. S'il est encore chez vous, il a un délai de forclusion, un délai d'action, hein, de 2 ans à compter de la promulgation de la loi pour agir, pour se faire rétablir dans ses droits. S'il n'est plus chez vous, il a le délai classique d'action de 3 ans à compter de son départ, ce qui veut dire qu'on peut bien dire 2009, pété de rire. On ne remonte évidemment pas jusqu'à 2009 puisqu'il n'a que 3 ans depuis son départ. Donc ça dépend quand est-ce qu'il est parti, mais s'il est parti il y a déjà 2 ans, il ne lui reste pas beaucoup de temps. Voilà, donc le fameux délai de forclusion, c'est le délai d'action du salarié à compter de la date de la promulgation de la loi
pour demander le rétablissement de ses droits. Et à partir de quand ces droits peuvent-ils être rétablis? 2009. Ça, c'était un peu la nouvelle du jour. Donc voilà pour faire un point, enfin pardon, c'était un point rapide et long à la fois, un point sur cette fameuse introduction dans le droit français de dispositions qu'on aurait déjà dû transposer depuis un petit moment. Donc nous y voilà. Ça devrait entrer en vigueur assez rapidement au titre d'une nouvelle loi d'ADU, loi de transposition du droit européen. Bon, voilà. Ça, c'était, je ne pouvais pas éviter de parler de ça, même si ça n'avait pas été annoncé au départ. On est dans de l'actualité brûlante. Alors, je vais faire vite sur ça, parce que ça aussi, je pense que ça ne vous a pas échappé. Je vois qu'il y a des questions sur le chat, je les regarderai à la fin, je suis désolée, hein. Donc, quand vous avez un salarié en CDD ou en intérim chez vous, vous avez parfois envie qu'il reste. Et vous êtes amené parfois à lui proposer un CDI, qui parfois est refusé. Aujourd'hui, et tout le monde le sait, hein, c'est pour ça que je souris un peu, parce que ce que je vais annoncer, j'enfonce des portes ouvertes, l'employeur a l'obligation de déclarer à France Travail le refus par le salarié d'une proposition d'un CDI, alors même qu'il était en CDD chez vous ou en intérim. Voilà, vous avez le décret qui est paru le 28 décembre 2023. Alors à l'origine, c'est pas nouveau ça, hein. C'était la loi marché du travail de 2022 qui avait déjà prévu qu'un salarié en CDD ou en mission d'intérim qui refusait 2 propositions de CDI sur une année peut se voir privé de chômage, d'allocation de retour à l'emploi. Bon. Sauf que c'est l'entrée en vigueur de la mesure qui s'est faite là, cette année. Alors, comme on ne se voit pas souvent en WebActu, ben, du coup, on est déjà mi-mars et je vous parle d'un truc que pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être déjà fait. Donc, j'y reviens quand même rapidement dessus. L'employeur qui propose un CDI équivalent au CDD au salarié, si le salarié refuse, doit informer France Travail. Alors, il y a plusieurs points. Il y a qu'est-ce qu'un CDI équivalent à un CDD? Comment proposer et qu'est-ce qu'un refus? Enfin, en gros, hein, bon. Alors, qu'est-ce qu'un CDI équivalent? Alors, il faut que le CDI que vous proposez, si votre salarié était un CDD, porte sur le même emploi ou un emploi similaire à celui qu'il occupait en CDD, avec une rémunération au moins équivalente, pour une même durée de travail, une même classification, et sans changement de lieu de travail. Bon, c'est écrit, donc je lis, donc ça n'a aucun intérêt, mais voilà, en fait, les critères, c'est que vous devez lui proposer le même poste qu'il occupait en CDD pour un emploi en CDI. Attention, si votre salarié est chez vous en intérim, juste, hop là, pardon, hop là, pardon, hop là, je me suis un peu emballée, voilà, j'ai perdu les pédales dans les diapos. Si votre salarié est en intérim, les critères ne sont pas les mêmes, ils sont beaucoup plus réduits. Il suffit de lui proposer le même emploi ou un emploi similaire sans changement de lieu de travail pour que les obligations qu'on va avoir dans 30 secondes s'imposent. Donc, pour faire court, même si ce n'est pas le même salaire, même si ce n'est pas le même temps de travail, même si ce n'est pas la même classif, pof, vous devez prévenir France Travail que votre salarié en intérim a refusé un CDI. Voilà. Donc, juste, hein, c'est 2 articles du Code du travail différents qui traitent de 2 situations, qui est une en CDD, avec tous les critères, en gros le même job, et l'autre en intérim, où là, effectivement, c'est pas tout à fait pareil quand même, hein. Donc, voilà. À quel moment vous devez faire la proposition? Ben, avant que le CDD s'achève. Donc, avant le terme du CDD, sachant que vous devez lui faire une proposition, en tout cas par écrit, c'est-à-dire que vous devez pouvoir prouver que la proposition a été faite. Remise en main propre, recommandée, ça vous fait plaisir, mais enfin bon, remise en main propre, c'est bien. Vous devez indiquer dans la proposition le délai de réponse qu'il a. Alors, délai raisonnable, on va considérer, en principe, une semaine, 10 jours, ça semble être un délai plus que raisonnable. Vous devez lui dire surtout que l'absence de réponse va valoir refus. Et qui dit refus dit la suite de l'histoire. En cas de refus, non, parce qu'il a tout à fait le droit de refuser. En cas de refus de votre CDI qui répond aux critères, non, parce que si ça ne répond pas du tout aux critères, on oublie tout ce qu'on vient de dire, hein.
Donc, en cas de refus du CDI qui répondrait aux critères qu'on vient de voir, vous devez informer France Travail. Vous avez une plateforme qui a été mise en place à cet effet-là. Vous avez un délai de 2 mois pour faire ça. Et vous devez, dans l'information que vous faites à France Travail, décrire l'emploi qui a été proposé, justifier qu'il s'agissait du même poste qu'il occupait en CDD, ou justifier des critères pour l'intérim, là, et indiquer le délai qui lui a été laissé et la date à laquelle il a refusé. Le salarié va donc être informé par France Travail des conséquences de son refus de CDI, surtout si c'est le deuxième sur 12 mois, parce qu'on va lui dire qu'il est susceptible de perdre les allocations d'assurance chômage. Alors, il y a quand même 2 exceptions. Si au cours de cette période d'un an, au cours des 12 derniers mois, il a eu un CDI, on remet les compteurs à zéro, en gros, hein. Et si les propositions qui lui ont été faites ne respectent pas son fameux projet personnalisé d'accès à l'emploi, qu'il avait élaboré avant, oui, donc évidemment, c'est trop facile, avant son refus de CDI, alors il est légitime à avoir refusé le CDI. Donc nous, ici, on est employeur, salarié, voilà, conseil libéral, je vous laisse ce que vous voulez. En tout cas, a priori, on n'est pas demandeur d'emploi, sans doute. Sachez par contre que le projet personnalisé d'accès à l'emploi, c'est hyper important dans ce qu'on écrit dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Parce que c'est ce qui fait que c'est typiquement ce qu'on veut. Et donc, si ça ne correspond pas à notre CDI type, ça permettra aux salariés de ne pas perdre les allocations d'assurance chômage. Encore faut-il évidemment que ce projet ait été élaboré avant le refus du CDI, sinon, comme je vous dis, c'est trop facile, hein. Oui, ben non, finalement, c'était 7 000 €. Bon, très bien. Donc, voilà. Donc là, vous avez pour cette année l'écran du site sur lequel vous allez pour faire cette démarche-là. Sachez qu'en 2025, c'est la DSN. Oui, non, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être dans la paye, hein. C'est la DSN qui vous permettra de faire la déclaration. Donc pour l'instant, on est encore sur une déclaration via un lien, une démarche qui est hors DSN, hein. À partir de 2025, il est prévu qu'on ait effectivement un code DSN pour nous permettre d'indiquer le refus de proposition, enfin le refus de CDI à une proposition suite à un CDD, etc., etc., etc. Voilà, voilà, voilà. Alors, je fais un petit point déjà sur les questions. Donc, bonne journée de printemps, merci. Donc, je lis les questions, comme ça, après, on va faire une petite pause. Alors, j'ai beaucoup de bonjours et je vous remercie beaucoup. Est-ce que les assos sont exclus? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, c'est là où c'est l'inconvénient, effectivement, du système qui consiste à répondre aux questions après avoir passé le sujet. Si c'est une question qui concerne un résultat, oui. Parce que vous n'êtes pas supposé faire des bénéfices. Mais par contre, sur la partage de la valeur, je ne crois pas que vous soyez exclu sur des dispositifs qui ont un rapport avec le partage de la valeur. Enfin, ça c'est sûr et certain que non. Mais si c'est des questions si c'était au moment où je traitais par exemple du bénéfice, oui, ben alors évidemment, vous êtes exclu, hein. Enfin, voilà, parce que par définition, vous n'êtes pas supposé faire des bénéfices. Mais je suis désolée du coup, est-ce que les associations sont exclues? Ça dépend de quoi on parlait. Il faudrait que vous me le précisiez. Voilà. Alors, ensuite, hop, hop, hop. Comment faire si nous sommes plus de 50 mais sans délégué syndical pour la négo? Bah, alors, ça dépend là aussi de quoi vous parlez. Déjà, si vous n'avez pas de délégué syndical et que vous me parlez de l'obligation de mise en place d'un dispositif qui prend en compte les résultats exceptionnels de l'entreprise, ben, vous n'êtes pas concerné, puisqu'il faut les 2 critères, hein, plus de 50 et délégué syndical. Si par contre vous êtes plus de 50 sans délégué syndical et que vous souhaitez négocier sur un dispositif autre que celui-là, ben, c'est les négociations classiques avec référendum, DU, enfin décision unilatérale, etc. Donc là, mais je pense que vous parliez de l'obligation des entreprises de plus de 50 dotées d'un délégué syndical qui auront une obligation en matière de prise en compte du bénéfice exceptionnel.
du résultat exceptionnel. Là, voilà. Là, vous n'êtes pas concerné puisqu'il n'y a pas de délégué syndical. C'est les deux conditions cumulatives qui s'imposent. Alors, j'espère répondre à votre question. Et après, ça a été le rush sur les congés payés, la maladie, quand j'ai demandé, quand on parle de transposition, etc. Donc, j'ai ensuite une question au niveau du PPVE, donc plan de partage de la valorisation de l'entreprise. C'est obligatoire pour les entreprises de Non. On est sur un dispositif facultatif. Je crois que je l'ai dit, mais je ne trouve pas écrit. Le dispositif est facultatif, quel que soit l'effectif. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire, oh là là, quand on a plus de 50, on a plein d'obligations. Non, là, on est vraiment sur un dispositif facultatif. Vous pouvez avoir 4000 salariés, ça reste facultatif. 3 salariés, ça reste facultatif. C'est toujours possible, mais jamais obligatoire, là, pour le coup. Donc, on est sur un dispositif facultatif. Ouais. Alors, je ne sais pas si je l'avais noté. Si je reviens sur ma diapo, je ne sais plus. J'y reviens. Et si je ne l'ai pas noté, c'est une erreur de ma part. Effectivement, je ne l'ai. Ah si, oh là, c'est là. C'est là. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Accord établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Oui, ben, ça, c'est pour donner la valeur de la boîte. Et on est sur un dispositif facultatif. Ouais. Donc, non, pas de stress. Et après, on était sur les questions de congé. Je descends. Un salarié en arrêt maladie. Alors, attendez. Même traitement pour l'RTT. Oh non! Alors là, non. Alors, pardon, hein, je reviens sur les congés payés. Le mec est en arrêt maladie. Hein. La règle de transposition du droit européen porte sur les congés payés. Concernant les RTT, je ne sais pas vos accords. Je ne connais pas vos accords. Mais vos accords doivent prévoir quel est le temps de travail effectif qui permet d'acquérir des RTT. Vous savez, les RTT, l'idée, ça veut dire réduction du temps de travail. Donc en fait, c'est les cas dans lesquels le salarié a travaillé plus et qu'en contrepartie de ce travail en plus, au lieu de le payer, on va le lui faire, je mets des gros guillemets, récupérer. Donc en fait, le travail en plus est récupéré sous forme de repos, de manière à ce que la durée de travail effective soit de 35. Donc, les RTT, c'est des jours qui sont acquis parce que le salarié, il a travaillé. En aucun cas, alors peut-être ça viendra, pour l'instant en tout cas, si je n'ai pas travaillé, je n'acquiers pas de RTT. Sauf si dans l'accord, puisque la mise en place des RTT se fait nécessairement avec un accord. Sauf si dans l'accord, vous avez prévu que certaines absences soient assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des RTT. D'ailleurs, la loi en prévoit. Bon, donc, pour ce qui concerne les droits à congés payés, non. La transposition du droit européen en droit français ne porte que sur les congés payés, non pas les RTT. Donc je pense que c'était votre question. Ensuite, j'ai une question. Un salarié en arrêt maladie depuis octobre 2021 peut donc demander des CP à compter du début de son arrêt. C'est bien ça? Ben oui, c'est bien ça. Oui, oui, c'est bien ça. Surtout s'il est encore chez vous. Il aura 2 ans à compter de la promulgation de la loi pour demander les congés. Voilà. Donc, ça veut dire que pour ceux qui n'avaient pas provisionné le risque, ben, du coup, maintenant, on sait comment provisionner. Voilà. Et sauf que maintenant, on sait en plus que c'est pas 2 jours et demi, mais 2. Donc, il y en a qui avaient provisionné, qui ont trop provisionné. Bon, bref. Donc, voilà. Demander, oui, demander. Ok, ER, non, on s'en fout, c'est pas grave. Devons-nous prévenir France Travail que l'intérimaire a refusé le CDI? Oui. Oui, on est sur un CDI proposé par une entreprise utilisatrice. Et donc, quand on a un intérimaire, vous devez prévenir France Travail qu'il a refusé un CDI dans l'entreprise utilisatrice. C'est pour le partage de la valeur. Alors, c'était la question. Alors, attendez, je remonte. Oui, alors donc, oui, pour les résultats exceptionnels, non, si vous n'avez pas de délégué syndical, vous n'êtes pas concerné. Pour le partage de la valeur, non, malheureusement, les associations ne sont pas exclues parce que, enfin, à ma connaissance, à moins que je vérifie, hein, si jamais il y a un erratum, je le ferai avant même d'envoyer les supports, puisque vous savez que les supports seront envoyés aux participants, il me semble, je ne sais plus, c'est peut-être des bêtises. Mais c'est pour le partage de la valeur, non, les associations ne sont pas exclues de la prime de partage de la valeur. Puisqu'il ne s'agit pas d'une prime qui est versée en fonction des résultats de l'entreprise, en tout cas pas nécessairement. RTT, ça me paraissait logique, j'avais entendu le contraire, ouais, bon, en fait, des fois on entend un peu tout. Pour les CP, pour les congés payés, si le salarié est toujours présent, il a 2 ans pour demander le recalcul des CP en cas de maladie, oui. Par contre, est-ce qu'il peut demander la récul depuis 1er décembre 2009? À ce que j'ai compris, oui.
vérifier si j'ai mal compris pour moi. Si je vais sur la documentation, puisque vous entendez des papiers, c'est parce que quand même j'ai quelques papiers à dispo en cas. C'est donc, où c'est que je suis? Oui, pour moi, il peut remonter. Alors, pardon, hein, je suis en train de regarder. Le mécanisme crée l'acquisition des congés pendant la maladie, hein, est applicable pour la période courante du 1er décembre 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi. Donc, un salarié qui aurait été absent pour maladie non professionnelle en 2010, je lis, hein, c'est pas de moi, hein, c'est trop bien écrit. Hein. Un salarié qui aurait été absent pour maladie non professionnelle en 2010 pourrait réclamer le bénéfice de l'acquisition de congés pendant la maladie, dans la limite de 24 jours par période, après prise en compte des jours de congés déjà acquis, oui, ok. Donc, le bénéfice de ces dispositions est soumis à une action judiciaire dans un délai de 2 ans, la fameuse forclusion, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Voilà. Donc, alors, pour finir la phrase, hein, sans qu'il semble être possible d'opposer un délai de prescription. Donc, ça répond à votre question. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Je comprends qu'un salarié qui a été malade en 2016 peut, à condition d'agir dans les 2 ans de la promulgation de la loi, demander les congés qu'il a eus en 2016. Encore faut-il qu'il les demande. Parenthèse fermée. Donc, voilà, blablabla. Voilà, non, je crois que j'ai à peu près tout regardé déjà sur les points qu'on a vus. Vous verrez, c'est beaucoup plus court. La deuxième partie, de toute façon, on est supposé terminer dans 10 minutes. On va essayer de s'y tenir. J'ai pas tout mis, hein, j'ai pas mis le plafond et le SMIC, ça va. 2024, on est mi-mars, donc voilà. Je vous ai pas fait cet affront. Alors, juste, je peux pas m'empêcher de vous dire de vérifier vos paramétrages, peut-être pas du logiciel quoique, de vos fichiers de contrôle Excel des réductions Fillon et des réductions d'allocations familiales et maladies. Parce que oui, je sais, jusqu'à présent, on prenait le même SMIC pour la réduction générale de cotisation patronale, qu'on appelle tous la réduction Fillon, et pour les cotisations que nous, on appelle majorées de maladie patronale ou de allocation familiale. En fait, ce n'est pas des majorations de taux, c'est des réductions de cotisation parce que vous le savez, le taux classique de maladie, il devrait être de 13% et le taux de cotisation classique de allocation familiale de 5,25. Or, il y a des réductions de cotisation pour certains seuils de salaire, en deçà de certains seuils de salaire. Si votre salarié a un salaire inférieur ou égal à 2,5 SMIC, le taux est réduit de 6 points pour la maladie. Et si votre salarié a un salaire inférieur à 3,5 SMIC, le taux est réduit de 1,8 points pour la famille. Donc, ce qui fait que, en gros, nous, on croit, mais bon, c'est plus facile de comprendre comme ça, qu'on cotise à 7% pour la maladie, et si le salaire dépasse 2,5 fois le SMIC, on cotise à 7 plus 6, bah oui, ça fait 13. Hein. Et si le salarié a un salaire de moins de 3,5 fois le SMIC, on cotise à 3,45. Et si jamais il a un salaire qui dépasse, alors on cotise à 1,8 de plus. Ben, c'est souvent comme ça que c'est paramétré en plus en visuel sur le bulletin, hein, sur le bulletin détaillé. Bon, donc, oui, sauf que du coup, la nouveauté 2024, c'est que le SMIC en question, c'est pas le SMIC de cette année. Et la référence, c'est bien la référence du SMIC qu'on appelle le SMIC Fillon, c'est-à-dire quand le mec est absent, on proratise par rapport au salaire réel sur le salaire établi. Quand il fait des heures sup, on ajoute les heures sup. Quand il fait des heures complémentaires, on les ajoute. Quand il est à temps partiel, on calcule par rapport à un SMIC à temps partiel, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, on le sait. Donc, je parle à des convaincus et des spécialistes. Par contre, jusqu'à maintenant, c'était facile. Nos fichiers Excel, c'était... nos fichiers de contrôle, c'était, on prend le fameux SMIC Fillon et on l'applique x1,6, x2,5, x3,5. Paf, raté. Maintenant, c'est le SMIC 2024. Le cas échéant, 11,65, si ça bouge dans l'année, ça sera plus si affinité. Pour Fillon et pour les allocations familiales et la maladie, c'est le SMIC au 31 décembre 2023. Voilà, comme ça vous occupe. Donc, il faut en fait dissocier non pas les règles de paramétrage de la notion SMIC, mais le taux. Bon voilà, c'est juste pour... je sais que vous le savez, mais enfin bon bref, j'y reviens dessus parce que c'est vrai que... Voilà. Donc pour déterminer... Et alors pourquoi j'y reviens dessus? Parce qu'on a tous rigolé quand même. Pour déterminer le fameux SMIC
le fameux montant du SMIC, donc 11,60, enfin 11,52 fois 2,5, il y a deux solutions. On nous dit qu'il y a deux solutions. Soit on prend 2,5 fois 11,52 et ça nous donne le taux horaire. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire parce que normalement c'est un SMIC annuel, même fait. Le taux en fonction du SMIC 2023 qu'on prend et qu'on multiplie par 2,5. Ou si on veut se simplifier, alors là, pardon, hein, MDR, LOL, PTDR, tout ce que vous voulez. Si on veut se simplifier la vie, on peut prendre le SMIC 2024 multiplié par, non pas de 5 du coup, mais de 5 fois 11,52 divisé par 11,65, ce qui nous donne un coefficient de 2,4721. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est vrai. Donc voilà, c'est notre entreprise qui nous a dit que c'était peut-être plus simple. Alors peut-être en termes de paramétrage, moi je ne suis pas développeur de logiciels et on est très très bien équipé de ce côté-là, mais s'il est. Donc effectivement, en matière de paramétrage, peut-être que c'est plus simple. Mais nous, pardon, pour notre petit cerveau d'humain, c'est, je pense, quand même plus simple de prendre le SMIC au 31 décembre 2023. Mais bon, donc voilà. Hein, donc dans vos fichiers de contrôle, attention, dissociez bien par rapport au taux du SMIC le montant du SMIC de référence. Par rapport par contre au paramétrage de ce que vous pouvez appliquer au SMIC en matière d'heures complémentaires, supplémentaires, absences, etc. C'est les mêmes règles, elles n'ont pas changé. Ils n'ont pas tout bouleversé non plus. Hein. Après, vous le savez, ça ne vous a pas échappé, des augmentations de taux de cotisation patronaux, la vieillesse déplafonnée qui est passée à 2,02, l'AGS qui est passée à 0,20 au lieu de 0,15 et qui devrait être contrebalancée par une diminution de taux de cotisation d'assurance chômage qui pour l'instant n'est pas intervenue. Donc pour l'instant, on a une légère augmentation du taux de cotisation patronale, chômage et AGS. Bon voilà. On est à 4,25 au lieu de 4,2. On devrait redescendre à 4,2. Alors, juste une chose dont je voulais vous parler, qui pour l'instant n'entre en vigueur que dans ce qu'on voit, nous, mais qui n'a pas un effet pour l'instant très, j'allais dire grave. C'est pas grave, c'est jamais très grave, mais la fameuse DSN de substitution. Alors là, on est dans la paye pure. Hein. Quand vous déposez vos DSN, vous avez des comptes rendus métiers, des CRM qui vous sont retournés. Depuis le 1er janvier 2024, vous avez dû remarquer que les CRM sont enrichis. Effectivement, depuis 2024, le CRM contient des informations qu'il ne contenait pas avant. Alors, c'est pas pour faire joli, en fait, bon, ça peut faire joli, hein, accessoirement. C'était pas ça l'objectif. Il vous donne la liste des anomalies, il vous propose même une correction et il vous dit combien ça ferait si c'était corrigé. L'objectif, c'est que, effectivement, normalement, on vous dit de corriger. Alors, tout ce que je dis est vrai. Je dis normalement, je mets des trucs parce qu'en effet, on a quand même une légère période transitoire en fait. Normalement, vous devriez corriger, effectuer les corrections demandées. Si vous ne les effectuez pas, il vous faut vous opposer aux corrections en motivant votre refus de correction parce que vous considérez que ce qui avait été fait est correct. Donc, le CRM qui est retourné pour l'instant, c'est l'URSSAF. Et c'est là où effectivement on est dans une espèce de période transitoire parce que les caisses de retraite pour l'instant ne le font pas. Bon. Donc, l'URSSAF vous envoie un CRM. On vous dit, d'après nous, c'est mal calculé, etc. Voilà ce que ça devrait donner. Vous devriez effectuer les corrections. Alors, on vous dit, lors de l'échéance déclarative la plus proche, attention, pas d'affolement. Quand vous recevez votre CRM, c'est le 8-9 qui suit le dépôt de la DSN, exemple, hein, une DSN que vous avez déposée là, en mars, le 5 mars, 6 mars, je sais pas quoi. Bon. 5 mars. Vous recevez un CRM le 10 mars. C'est pas pour la DSN d'avril. Hein. En fait, vous avez à l'échéance la plus proche, sans pouvoir avoir un délai inférieur à 30 jours pour le faire. Donc en gros, vous ferez la modification pour mai. Donc, en tout cas, vous devriez faire la modification et sinon vous opposez aux corrections en motivant votre refus de modification. Si vous ne répondez pas ou que vous ne corrigez pas, ce qui va se passer, c'est que l'URSSAF va faire ce qu'on appelle une DSN de substitution. C'est-à-dire que l'URSSAF va corriger elle-même la DSN en fonction de l'anomalie qu'elle a constatée et remplacer la DSN que vous aviez déposée par une DSN de substitution.
Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, j'avançais trop vite. Il faut savoir que pour l'année 2024, ces DSN de substitution n'interviendront en fait que suite à des contrôles URSSAF, à proprement parler, sur place, sur pièce, etc. Donc il y a un temps de mise en place de tout ça qui fait qu'il ne faut peut-être pas trop s'affoler. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail là. Vous savez qu'on anime aussi sur Toulouse des matinées d'actu social en présentiel, où là, j'ai développé davantage. Mais bon, là, le format ne nous permet pas de développer. C'est juste pour vous prévenir, attention, c'est plutôt, on va dire, vraiment 2025 où il va falloir s'attendre à avoir des DSN de substitution. Pour 2024, entraînez-vous. Pardon, soyez pas surpris d'avoir ces informations de la part de l'URSSAF. Sachez que normalement, ça appelle une action de votre part. Voilà, donc c'était pour vous plus dans un souci d'information que de développement. Euh, et concernant le net social, bon là, du coup, on nous a facilité la vie. C'est-à-dire que le montant net social de 2023, qui était tout bizarre, a été modifié au 1er janvier 2024. Donc, les nets sociaux, les montants nets sociaux qui ont été déclarés en 2023 n'ont pas été modifiés conformément à ce qu'on va voir maintenant, hein. Ça reste des montants nets sociaux bizarres, hein, qui prenaient en compte les cotisations salariales et patronales de prévoyance. Aujourd'hui, le net social, c'est toutes les sommes que l'entreprise a données aux salariés qui correspondent à une rémunération ou un accessoire de salaire. Donc, en fait, toutes les ressources du salarié. Donc, en gros, tout, sauf les frais, pour faire simple, hein. Donc, que ce soit du brut ou du net, ça vient en plus dans le net social. Donc, dans le net social, il y a le salaire brut, il y a l'intéressement, la participation perçue, voilà. La PPV perçue. Vous déduisez du net social toutes les cotisations salariales. Et c'est là où le grand changement, je mets le point sur ce qui était pas identique l'année dernière. C'est que non seulement l'année dernière, on ne déduisait pas les cotisations de prévoyance, même si elles étaient obligatoires, et aujourd'hui, on déduit toutes les cotisations de prévoyance et de complémentaire santé, donc, même si elles sont facultatives. Comment dire? Le salarié paie des cotisations option famille. Pas obligatoire, hein. Ça passe sur le bulletin. Oui, alors chez moi, ça passe pas sur le bulletin. Bon, ok, mais tant mieux. Si ça passe sur le bulletin, c'est des cotisations qui sont facultatives, qui ne viennent pas diminuer, par exemple, le net imposable, parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Le net social n'a rien à voir avec le net imposable, mais c'est juste pour que vous compreniez la logique. Ces cotisations-là, même facultatives, sont déduites du net social. Donc aujourd'hui, le net social, c'est vraiment les éléments de salaire que le salarié a perçus, moins toutes les retenues qu'il a eues, que ces retenues soient obligatoires ou facultatives. C'est un changement de cap quand même hyper à 180 degrés, hein, par rapport à l'année dernière. Bon. Les indemnités, la nouveauté aussi, c'est que les indemnités journalières subrogées, vous les ajoutez au montant net social maintenant. Non, ce n'était pas le cas, bon bref. Donc, les indemnités journalières que vous percevez et que vous reversez dans la subrogation viennent en plus du montant net social. Donc, c'est un changement, c'est pour ça que je... Voilà, pardon. Et enfin, vous avez depuis le 1er janvier 2024 l'obligation de déclarer le montant net social en DSN, information qui est télétransmise directement à la CAF. Au 31 décembre 2023, il n'y avait pas d'obligation de déclaration en DSN, donc je vous ai mis le bloc DSN, c'est passionnant, et le code rubrique, voilà, bon bref, vous le savez, tout ça, vous le savez. Mais c'était juste pour vous faire remarquer le changement de cap par rapport aux cotisations de prévoyance. C'est quand même rigolo, hein. Autant on trouvait anormal, et c'était vrai, qu'on ajoute les cotisations salariales de prévoyance, même obligatoires, et d'ailleurs les cotisations patronales aussi, ce qui n'avait encore plus aucun sens. Et autant maintenant, non seulement on n'ajoute plus les patronales, mais on n'ajoute même pas les salariales facultatives. Bref, voilà, donc bon, c'est marrant. Mais c'est vrai que le montant net social, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le net imposable. Donc, il faut se détacher de tout ce qui est voilà, des comparaisons qui pourraient ne rien avoir à faire là. Et les jurisprudences, vous savez, pour ceux qui suivent les web actus, vous êtes habitués, d'habitude j'en mets plusieurs. Et là, vu l'actu, ben, j'en ai mis qu'une.
J'en ai mis qu'une, et d'ailleurs, pour info, c'est une qui a fait l'objet d'un potin de la paye, d'un podcast que vous avez dû voir passer le 18 mars, je crois. Euh, alors, si j'en ai mis une, c'est parce que c'est une obsession chez moi, en fait, de chaque fois rappeler qu'un salarié à temps partiel ne peut pas faire un temps plein. Et donc, maintenant, il va falloir que je me calme dans mon obsession, parce qu'il y a des cas dans lesquels il peut. La Cour de cassation vient de juger une situation dans laquelle le salarié à temps partiel était à temps partiel dans le cadre d'un accord du temps de travail annuel. Euh, ok, vous captez, le salarié à temps partiel est à temps partiel, il a des périodes hautes et des périodes basses sur l'année, il ne peut pas faire plus de 1600 heures. Oui, 1600. Bon, dans l'entreprise, c'est la durée conventionnelle, hein. Je sais que c'est 1607 sur la durée légale, mais là c'est 1600. Bon, bref. Donc, en tout état de cause, l'accord prévoyait qu'un salarié à temps partiel ne pouvait pas travailler plus de 1600 heures. Sauf que ce salarié à temps partiel, sur certains mois donnés, et notamment en novembre 2016, si vous voulez tout savoir, avait fait plus de 151h67. Alors que son horaire de travail sur le mois en question, c'était 140. Donc, euh, la salariée a demandé Elle devait me connaître. Elle a dû dire, ah tiens, on va en profiter. La salariée avait demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein en disant, pop, 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 j'ai travaillé à temps complet un mois donné, clac, clac, depuis cette date-là, je suis à temps plein. La cour d'appel a d'abord débouté la salariée et la cour de cassation a enfoncé le clou. Elle a dit, pas du tout, madame, vous n'êtes pas à temps plein parce que pour un salarié dont la durée de travail est, on va dire, annualisée, alors, vous, du moment que vous n'avez pas atteint 1600 heures, ce qui était la durée dans l'entreprise, vous n'avez pas été à temps plein. Donc, en fait, pour la cour de cassation, je vous ai mis l'attendu de principe parce que franchement, il est clair. D'ailleurs, à ce propos, ils sont beaucoup plus clairs que quand j'avais fait mes études de droit pour ceux qui ont mon âge. On avait des attendus, voilà. Bon, bref. Donc, ici, le seuil euh, doit être regardé au regard d'une période de référence qui est l'année. Donc, en fait, en effet, le jeu des heures complémentaires, non, parce que vous avez compris, c'est parce qu'en fait, la salariée à temps partiel, on lui avait fait faire des heures complémentaires. Et par le jeu des heures complémentaires, la durée de travail la durée de travail à temps plein avait été dépassée. Et donc, légitimement, la salariée pensait avoir gain de cause en demandant la requalification de son contrat de travail à temps plein. Or, pour la Cour de cassation, la durée de référence, c'est l'année. Le dépassement horaire, je lis, relevé étant ponctuel et qu'il n'était pas démontré que la durée de 1600 heures avait été dépassée, alors, en tout cas pas atteinte même, la demande de requalification a été rejetée. Voilà. Donc, juste pour info, il y a bien des cas dans lesquels le salarié à temps partiel peut, de loin, travailler à temps complet. Donc voilà, j'avais juste voilà. Oh, et vous êtes habitués, vous avez, pour ceux qui peuvent rester, parce que bien sûr, chaque fois on est en retard, un caout. Mais avant le caout, je vais regarder si j'y arrive, le chat. Alors, je suis un peu embêtée. Allez, de l'aide. Je cherche de l'aide parce que je suis embêtée avec... voilà, ça y est, j'y suis. J'ai pas de questions. Pour les CP, si le salarié est toujours présent, ok, ça c'était tout à l'heure. Top, merci pour la réponse. Ben, je suis un peu là pour ça, avec plaisir. Est-ce qu'on doit lui payer ou est-ce qu'on peut lui donner des CP supplémentaires? Normalement, les congés payés sont faits pour être pris. Alors, je pense que vous parlez des jurisprudences, Bénédicte, sur les congés. Est-ce que vous devez les lui payer ou lui donner des congés supplémentaires? Non, normalement, il doit les prendre. C'est d'ailleurs pour ça que vous l'informez qu'il a 15 mois pour le faire. Donc, c'est pas une indemnité compensatrice que. Je pense que vous parlez des congés du mec qui était en arrêt maladie, hein. Donc, oui, il doit les prendre normalement. Bravo aux acteurs. Oui, c'est vrai, Laurie. Oui, effectivement. Cependant, ils font du théâtre chez Parenthèse. Et c'est vrai qu'ils sont. C'est pour certaines du professionnel, hein. Action ultérieurement. Ah, il manque un bout. Il manque un bout de mot. Bon, ok. Bon, oui, donc Bénédicte, c'est bien ça. C'était, oui, ben, normalement, on doit les donner, les congés payés. Alors, vous ne devez pas tous comprendre parce que je suis en train de lire le chat. Donc, parmi les questions, il y avait est-ce que le salarié qui a eu des congés pendant qu'il était malade, quand il réapparaît, est-ce qu'on peut les lui payer? Non. Normalement, il est là pour se reposer après, s'être rétabli.
Euh, voilà, donc je crois que c'était à peu près la seule question. Ultérieurement, je sais pas, il manque un bout de mots. Bon, donc, on va un peu s'amuser à faire un caout. Ça dure à peu près, je sais pas, 3, 5 minutes. Peut-être 5 minutes. Alors, je vais... Encore une prouesse technique qui va rater. Je vais essayer de partager un écran avec le jeu, mais c'est pas gagné. Hop, j'essaye, hein. Toc. Si, je pense que je vais y arriver. Je suis très optimiste. Hop. Alors, j'arrive. Voilà. Est-ce que ça marche? Pour ceux qui me C'est connaissent. parfait, Nathalie. Ah, voilà. Vous avez le QR code ici, pour ceux qui sont modernes. Ou pas. Sinon, pour ceux qui veulent jouer autrement, ou sur l'ordi, etc., vous allez sur Kahoot, vous ne téléchargez pas l'appli, et vous tapez le code PIN, et ensuite on va vous demander un nom ou un pseudo. Voilà, c'est juste une manière de s'amuser un petit peu. Alors, officiellement, vous êtes une trentaine, hein. Donc, je vais attendre qu'il y en ait une vingtaine qui soient connectés. On lancera le jeu. Parce que tout le monde ne va pas vouloir pouvoir se connecter. Ça, vous êtes 12. Vous voyez déjà, si on arrive à 20, voilà, ça évite à tout le monde d'attendre trop longtemps. J'attends encore un petit peu, puis on lance le jeu. Bon, de toute façon, ça ne bouge pas beaucoup. 17. C'est parce que après ça va faire retarder tout le monde. 18. Alors, désolé pour ceux qui seraient en train d'essayer de se connecter. Je lance. Euh, Alors, vous avez les réponses à l'écran et vous allez cliquer sur votre écran de téléphone. Voilà. Donc, la loi de partage de la valeur, elle a transposé quoi? Une directive européenne, un accord national interprofessionnel ou un accord de branche? La loi de partage de la valeur, qu'est-ce qu'elle a transposé? Oui! Il y en a qui sont vraiment traumatisés par les congés payés, donc vous êtes trois à être traumatisés par les congés payés. Non, la directive européenne, c'est la transposition dans la loi des règles européennes sur les congés payés. Et non, pas un accord de branche. C'est un accord national interprofessionnel, c'est encore plus fort. Un accord de branche, ça aurait été un accord dans une branche, je sais pas moi, Syntec, métallurgie, enfin pour en citer quelques-uns. Mais non, c'est vraiment un accord national interprofessionnel, donc on est au-delà de la branche, hein. On est sur les représentants du personnel patronal, salarial, de toutes les branches confondues. Bon, voilà, c'était juste, c'est le fameux ANI, accord national interprofessionnel, qu'elle a transposé. Alors, ensuite, en cas d'anomalie indiquée dans le CRM, l'URSSAF pourra corriger par une DSN de quoi? Des martiens par l'automartien. Une DSN de substitution, de supervision, de superposition, de stupéfaction. Yes. Non, pas de superposition, mais ça y ressemble, hein. C'est-à-dire elle va venir enfin, à la place, donc c'est pas une superposition, c'est pas en plus. Mais oui, oui, yes, c'est la DSN de substitution. Vous y ferez, vous verrez, on en parlera. Pour l'instant, euh,
On n'en parle pas trop parce que dans les faits, je vous dis, ça n'a pas un effet encore. Voilà. Alors la DSN-stupéfaction, c'est vous, en fait. Hein. C'est nous qui sommes un peu stupéfaits parfois. Non, non, c'est bien la DSN-substitution, bravo. Je vais vite sur les résultats intermédiaires. Donc, les entreprises de moins de 50 qui mettent en place la participation peuvent négocier un régime comment? Alors, un régime strictement conforme à celui du légal, moins favorable que le légal, ou obligatoirement plus favorable que le légal. Les moins de 50, c'est le droit de faire quoi? Et oui, et non, et oui, et non, et oh là là, c'est trop partagé. Alors en fait, les entreprises de moins de 50 peuvent, depuis le 1er janvier 2024, prévoir un accord de participation. Vous savez qu'elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas obligées de le faire. Hein. Si elles le font, elles peuvent prévoir un accord de participation moins favorable que le régime légal. La formule légale, elle ne s'impose pas. Elle s'impose aux entreprises de plus de 50 qui, elles, doivent l'appliquer obligatoirement et qui peuvent au mieux faire mieux. Par contre, les moins de 50, comme elles n'ont pas d'obligation de le faire, on leur permet de le faire en faisant moins bien. Donc, c'est pas simple, hein, mais donc ça a été très partagé. Donc, strictement conforme, non, ça c'est pour les plus de 50. Nécessairement plus favorable, non, ça c'est personne. Personne n'est obligé de faire un accord plus favorable que le légal. Par contre, les moins de 50 depuis le 1er janvier 2024 peuvent, si elles souhaitent mettre en place un accord de participation, prévoir un régime avec une formule de calcul moins favorable que la formule légale. Bon, je passe. C'était pas très... Si 2 primes de partage de la valeur sont versées dans l'année, on est quand même limité. Alors, le montant maximum de 3 000 € est doublé. Vous savez, c'est 3 000 €. Si on n'a pas d'accord d'intéressement, et ben, du coup, c'est le double. Parce qu'on a versé 2 fois. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est faux. C'est faux. En fait, si vous n'êtes pas couvert par un accord d'intéressement, le montant maxi, c'est 3 000 € par an. Que vous ayez un accord, 2 accords dans l'année, vous pouvez faire 2 accords, mais le maxi, c'est toujours 3 000 €. L'intérêt de faire 2 accords, c'est au départ de prévoir prudemment et ensuite d'en verser une autre prime. Par contre, les fameux 6 000 € existent quelque part dans les textes. Hein. C'est que lorsque l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement, le montant maximum de la prime de partage de la valeur, mais là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait 2 accords. Hein. Le montant maxi de la prime de partage de la valeur peut aller jusqu'à 6 000 €. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait 2 accords. Hein. Donc non, le montant n'est pas doublé, vous avez raison, pour la plupart, bravo. La PPV, justement, épargnée sur un plan épargne entreprise, reste imposable. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la PPV va sur un plan épargne entreprise reste imposable? Oui, c'est faux. C'est l'intérêt justement de l'épargner. Pour les entreprises de plus de 50, pour les salariés des entreprises de plus de 50, vous savez que la PPV est devenue imposable depuis le 1er janvier 2024. L'intérêt d'avoir la possibilité de la mettre sur un plan épargne, c'est du coup de l'exonérer d'impôts. Donc non, elle ne reste évidemment pas imposable, hein, effectivement. Pour les entreprises de moins de 50, la PPV, donc la prime de partage de la valeur, alors, elle est exonérée de cotises, mais soumise au forfait social. Ou bien elle est totalement exonérée de cotises, salariale patronale tout. Bien elle est exonérée de cotises pour le salarié, mais pas pour l'entreprise. Oh, c'est cadeau. C'est cadeau, effectivement. Il n'y a pas de cotises ni patronale ni salariale. Et non, il n'y a pas de forfait social. Non, non, c'est vraiment le forfait social. Il est dû sur les PPV versés dans les entreprises pour lesquelles maintenant il y a un assujettissement à CSG, CRDS et à impôt. Donc voilà, c'est ou tout ou rien. Hein. Voilà, en gros, je fais ou tout ou rien. Je m'entends. Hein. Clémence, alors là, elle est hors concours, quoi. Bravo, hein, depuis tout à l'heure, je vous vois devant. Le plan de partage de la valorisation de l'entreprise sera obligatoire pour les plus de 50. Ça, c'est dur, hein, mais vous m'avez posé la question dans le chat. Est-ce que ça sera obligatoire, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise? La question a été posée dans le chat. Vrai ou faux? Ça sera obligatoire. Yes, j'ai oublié de
dit, même si vous avez 3000 salariés, c'est jamais obligatoire, hein. C'est une volonté. Vous avez 4 salariés, 3000 salariés, etc. Vous le voulez le faire, vous le faites, ça ne sera pas une obligation. En tout cas, pas dans un premier temps, hein. C'est l'idée d'intéresser les salariés à la valeur de l'entreprise. Un peu comme, vous savez, les stock options, voilà. C'est un peu l'actionnariat salarié autre sauce. En cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salarié va acquérir, alors, il va acquérir quoi? 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 4 semaines, 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 5 semaines, 2 jours et demi par mois dans la limite de 4 semaines, 2 jours et demi par mois dans la limite de 5 semaines. Oh là là. Alors, ouais, bravo! Bah alors là, hein, là, c'est sans commentaire, hein. Bravo! C'est ça, c'est 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 4 semaines. Alors, quand vous êtes en ouvrier, je vous dis pas, ça fait encore une virgule. Bon, bref. Réponse multiple, oui. L'employeur qui propose un CDI à son salarié, vous avez plusieurs réponses. Il doit informer l'assurance travail, les impôts, le salarié, le CSE. Il y a plusieurs réponses, hein. Vous proposez un CDI à votre salarié, vous êtes foutu. Non, pas le CSE. Ça fait pas partie des obligations d'information. Ça pourrait. Je suis d'accord avec vous. Ça pourrait. Mais pour l'instant, ça fait pas partie des obligations d'information. En tout cas, le texte en question, là, dont on a parlé, n'oblige pas cette obligation d'information au CSE. Donc, ça aurait pu, hein. C'est vrai que je pense que je me serais moi-même trompée. Donc, France Travail, le salarié, bien sûr, est-ce que le principal concerné en départ? Et donc, la dernière question, dans quel délai l'employeur doit-il faire les démarches en ligne pour déclarer à France Travail? Quand il veut, il n'y a pas de délai. Dans le délai de mois, le délai est raisonnable, c'est toujours calendaire. Pour informer France Travail, il a combien de temps l'employeur? C'est pas qu'il n'y a pas de délai, donc une fois de plus, vous partez pas en congé. Un mois, ouais. Bon, un mois, ça laisse un peu de marge. Mais un mois, un délai d'un mois, effectivement. Alors, sachant, juste info, hein, pour l'instant, il n'y a pas de sanction. Pour l'instant, si vous ne le faites pas, il va dire. Ça sera coupé à l'enregistrement. Donc voilà. Je plaisante, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sanction. Donc, alors le podium, alors, je pense alors, on a qui dit? Je vois qui c'est. Je crois que j'ai la alors, elle, je suis Sainte-Marie, je ne sais pas. Clémence, alors, concours, hein, parce que tout le long. Bravo, Clémence. Et Grégory, ah bravo, Grégory. Et après, il va plus vite. Grégory, je connais aussi. C'est un de mes apprenants. Donc, bravo, je suis très contente. Et donc, alors, ben voilà, je fais arrêter. Je fais arrêter ce partage, je repartage, j'essaie de refaire des prouesses techniques juste pour finir en beauté, mais bof. Tac, voyons. Et non, mais c'est tout, c'est tout. C'était super, Nathalie. Ouais, j'essaie de partager un écran qui est pas terriblement joli, donc je vous le partage quand même, mais on a toujours notre champ de fleurs, hein, j'y tiens. Voilà. C'est le printemps, c'est ça. Alors, c'est ça. Hop, j'arrête le partage et je repartage un bel écran quand même en format joli. Voilà, et bien en tout cas, on est en retard d'habitude. Merci beaucoup, Nathalie. C'était super encore une fois. Merci à tous les participants d'être venus aujourd'hui. Merci à tous, hein. Merci vraiment pour... Alors j'espère avoir assez répondu à vos questions, j'espère pas en avoir oublié la moitié. Et vous aurez la rediffusion. Voilà, tout à fait. YouTube, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Externa. Vous la retrouverez très prochainement et on vous retrouvera certainement d'ici le mois de juin, c'est ça à peu près, Nathalie? Oui, alors je sais que la date... On n'a pas encore fixé, voilà, je crois. Mais oui. Si, je crois qu'on l'a fixé. Oula, attention, je cherche. Allez, une petite information. Aujourd'hui, il y a 14 juin. Aujourd'hui, on a plein de... Voilà, c'est le vendredi 14 juin. Donc, pour ceux qui sont RTT le vendredi, vous inversez vos RTT. Voilà, et voilà. Voilà. Sur ce, on va vous souhaiter de passer une excellente fin de journée.
Un bon appétit aussi, hein, parce que ça arrive. Oui, Et encore, merci beaucoup, Nathalie, c'était formidable avec ton sourire. Et le printemps, tout allait de pair aujourd'hui. essaye. Bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée. À très bientôt. Au revoir.